Bonjour à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est le morning et on est ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. On démarre cette édition comme tous les jours par les grands titres à la une des journaux arabes et israéliens. Cyril Amar, on démarre ce matin évidemment par les journaux égyptiens qui titrent à l'unisson sur la candidature du maréchal Al-Sisi à la présidence prévue en juillet. Oui, Sisi, Raisi, Sisi, c'est mon président, c'est ce qu'ont scandé hier les Égyptiens, les partisans du maréchal Al-Sisi qui étaient évidemment heureux à l'annonce de cette surprise, de cette candidature, qui n'est pas une surprise, mais désormais c'est officiel. Donc, dans un discours télévisé, le maréchal Al-Sisi a annoncé qu'il était candidat à la présidentielle de mois de juillet prochain. Alors, Sisi retire l'uniforme militaire, titre le très libéral At-Tahrir, vous voyez, Sisi en route pour la présidence, c'est un autre titre du journal, la Gazette née de la Révolution sur la place Tahrir, donc gazette éponyme de la Révolution. C'est la première fois, relève le quotidien Al-Akhbar de son côté, la première fois dans l'histoire de l'Égypte moderne qu'un ministre de la Défense démissionne après seulement 19 mois d'exercice pour se présenter à l'élection présidentielle. Leur journal qui revient très largement sur la carrière militaire prestigieuse, selon lui, du maréchal. On le voit sur ces images lors de sa première année sous les drapeaux égyptiens et ici plus récemment en vent de s'envoler pour Moscou. C'était pour signer un accord de coopération militaire avec la Russie. Alors la candidature d'Abdel Fattah al-Sisi n'est toutefois pas du goût de tous. Les frères musulmans, nous dit le Hachourouk ce matin, ont précédé la démission du maréchal en envahissant les places du Caire. Voilà pour le Hachourouk. Alors Sisi va-t-il marcher sur les traces du général Gamel Abdel Nasser? Attention aux comparaisons hâtives, nous met en garde ce matin Wael Nawara sur le site d'information du Moyen-Orient Al-Monitor. Les nostalgiques des temps naguère risquent donc de déchanter rapidement car les deux hommes, nous dit Nawara, n'ont pas grand-chose en commun et Sisi serait bien mal avisé de répéter les erreurs de son prédécesseur, des erreurs qui ont coûté bien cher à l'Égypte, aussi bien politiquement qu'économiquement. Voilà pour l'Égypte. On reparle également ce matin dans la presse du sommet de la Ligue arabe qui s'est clos au Koweït. Les pays ont refusé de reconnaître Israël comme État juif et c'est une info évidemment reprise ce matin dans les journaux israéliens. Oui, la Ligue arabe dit non à l'État juif, c'est le titre du quotidien proche du pouvoir israélien, le Israël Hayom, qui regrette que la Ligue arabe se soit alignée sur l'intransigeance de Mahmoud Abbas, une inflexibilité qui risque bien de porter un coup de grâce à des pourparlers moribonds, regrette le journal. Et si le décès est imminent, alors à quoi bon consentir une concession aussi importante que l'élargissement du dernier contingent de prisonniers palestiniens initialement prévu pour ce samedi soir? L'espoir de voir les États-Unis libérer l'espion israélien Jonathan Pollard comme monnaie d'échange à la relaxe du dernier groupe de prisonniers donc n'aura pas fait long feu, écrit de son côté le Yediot Aharonot. Ce n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré hier la porte-parole de la Maison-Blanche, Jan Psaki. C'est donc à lire dans les colonnes aujourd'hui du Yediot Aharonot. Et puis, pour le ministre de l'Intérieur israélien, cité par le quotidien de centre-droite Maariv, il est inconcevable qu'Israël consente de nouvelles concession unilatérale pour prolonger les pourparlers. Sur cette photo du journal, vous le voyez, Guidon Sarr inaugure un jardin d'enfants. C'était dans l'implantation de Bethel en Cisjordanie hier. Le message est clair, donc pas question de geler la construction en échange de la poursuite des négociations. Direction la Turquie également ce matin dans ce tour d'horizon de la presse. La justice a ordonné hier la levée du blocage de Twitter qui avait fait beaucoup de bruit évidemment. Oui, c'est un tribunal d'Ankara donc, qui a invalidé le blocage de Twitter qui, vous le savez, dure depuis 6 jours maintenant sur ordre du Premier ministre Erdogan. Une mesure contraire au principe de l'état de droit selon la justice. Et même si la direction des télécommunications turques, la TIB, peut faire appel à ce verdict, eh bien le verdict devrait être respecté, nous dit le Hurriyet ce matin. Le Hurriyet qui consacre une pleine page à cette affaire et qui rappelle notamment que l'Union européenne a demandé des explications à Ankara sur le blocage du site de microblogging. Voilà, et la Turquie et les élections municipales qui se tiendront dimanche vont être l'objet de notre interview dans un instant avec vous, Emmanuel Navon. Mais on termine pour l'heure cette revue de presse par un peu de culture. C'est une actrice israélienne qui vient d'être décorée par la France. Et Barbara, ça s'est passé à quelques encablures de nos studios ici à Jaffa, dans la somptueuse résidence de l'ambassade de France en Israël, Patrick Maisonneuve, que l'on voit ici sur cette image. C'est l'actrice et productrice franco-israélienne Ronit Elkabetz a été officiellement décorée hier de la Légion d'honneur
d'honneur, une récompense bien méritée pour celle qui a été l'un des éléments moteurs de la relation cinématographique entre la France et Israël. Nos téléspectateurs français se souviendront évidemment qu'elle a été à l'affiche de nombreuses coproductions franco-israéliennes, comme notamment Mariage tardif ou encore La visite de la fanfare, et qu'elle avait joué aux côtés de Catherine Deneuve et de Michel Blanc. C'était dans La fille du RER, un film d'André Téchiné. Voilà, félicitations. Merci beaucoup, Cyril. L'heure de vérité a donc sonné pour la Turquie. Le pays se rend aux urnes ce week-end et c'est une élection qui risque de tout faire basculer dans le pays, à commencer par le tout-puissant Erdogan. Preuve que les choses bougent, l'interdiction, on vient de l'évoquer, qu'il avait imposée sur Twitter a été levée hier par la justice. Rappel des faits en images et on en parle avec Emmanuel Navon juste après. C'est la fin de la censure dénoncée par les Turcs. Le tribunal administratif d'Ankara a ordonné la levée du blocage de Twitter. Il a jugé la mesure contraire au principe de l'état de droit et a dénoncé par la même occasion la dérive autoritaire du régime. Depuis jeudi dernier, les Turcs souhaitant utiliser Twitter pouvaient voir apparaître ce message. L'autorité gouvernementale des télécommunications turques, plus communément appelée TIP, avait tout simplement interdit l'accès à Twitter. Impliqué dans plusieurs affaires de corruption, cela faisait plusieurs semaines que le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan était visé sur le réseau social. Pour justifier sa décision, il avait invoqué le caractère mensonger des accusations, mais aussi la sécurité nationale. Nous avions dit que nous fermerions Twitter. Certains médias ont déclaré que cela violait les libertés. Je ne les écouterai pas. Même si le monde entier s'élève contre nous, nous prendrons nos précautions face aux menaces contre la sécurité de notre nation. Les réactions sur la scène internationale ont été quasiment unanimes. Tous ont condamné la violation du droit de liberté d'expression, jusqu'au président turc, Abdullah Gül, qui a fermement désapprouvé la mesure. Les États-Unis, fidèles alliés militaires d'Ankara, se sont dit profondément concernés. Les États-Unis sont profondément inquiets du fait que le gouvernement turc ait bloqué l'accès aux outils de communication à ses citoyens. Nous nous opposons à la limite d'accès à l'information que subit le peuple turc. Cela nuit à leur capacité d'exercer leur liberté d'expression et d'association et va à l'encontre des principes du gouvernement ouvert, indispensable à la démocratie et aux droits universels que prônent les États-Unis partout dans le monde. Nous avons fait part de notre inquiétude au gouvernement turc. Aujourd'hui, les Turcs peuvent donc à nouveau utiliser officiellement le réseau social. Officiellement, puisqu'à l'annonce du blocage, les adeptes de Twitter n'ont pas tardé à trouver une alternative. Le réseau Tor, entre autres, permet une navigation anonyme. Depuis jeudi dernier, son utilisation a bondi de 25 000 à 41 000 utilisateurs dans le pays, un chiffre qui continue de progresser à hauteur de 64% par jour. Le nombre de tweets a, lui, augmenté de 138%. Emmanuel Navon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Alors, cette affaire Twitter intervient quelques jours avant des élections municipales qui se tiendront dimanche dans le pays. On va y revenir dans un instant, mais d'abord un mot de cette affaire Twitter. Le fait qu'Erdogan l'ait interdit, ça veut dire quoi sur ce qu'il ressent dans le pays en ce moment ? D'abord, ça veut dire qu'il a vraiment, je pense, perdu la tête, c'est-à-dire un dirigeant d'un pays qui se dit démocratique, qui interdit un moyen de communication. Rien de moins, il a perdu la tête, base. Erdogan, il est devenu fou. Je ne dirais pas qu'il est devenu fou, mais je pense qu'il est vraiment devenu tellement autoritaire qu'il ne réalise pas qu'il y a des choses qui ne se font pas dans un pays qui se dit un état de droit ou un pays démocratique. C'est complètement impensable qu'un Premier ministre interdise Twitter. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, quand on pense que la Turquie était candidate il n'y a pas encore très longtemps à l'Union européenne. Ça veut dire qu'il a complètement tourné le dos, là aussi, à rejoindre l'Union européenne, cette interdiction. Je pense que de toute façon, cette candidature n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Il la souhaite encore, Erdogan ? Disons qu'au début de son mandat, lorsqu'il avait été élu en 2002, il avait agi en ce sens. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il a réaligné sa politique étrangère dans une direction beaucoup plus pan-islamique. Ses décisions également internes sur la politique turque qui porte atteinte à la démocratie ne sont pas en phase avec une politique de rapprochement avec l'Union européenne. Donc je pense que lui-même a abandonné l'idée et a complètement réaligné sa politique étrangère. Alors parlons de ce scrutin prévu dimanche. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un référendum pour ou contre Erdogan ?
Toutes les élections locales, et on l'a vu récemment en France avec les élections municipales, sont également un test pour le pouvoir en place. Alors, c'est vrai que Erdogan avait réussi à se faire élire à plusieurs reprises et que la popularité de son parti islamiste n'a fait que se renforcer ces dernières années, mais je pense que justement, parce qu'il est allé trop loin dans son autoritarisme, dans ses déclarations à l'emporte-pièce, qui ont porté atteinte aux relations extérieures de la Turquie avec Israël, avec l'Europe, avec les États-Unis. Beaucoup de gens en Turquie commencent à se poser des questions sur la sagesse et la sanité de ce dirigeant, et il est très possible, effectivement. Et n'oubliez pas également les révoltes des 2 dernières années qu'il avait réprimées de façon très violente. Que cela s'exprime, effectivement, il est très possible que cela s'exprime dans les élections. Vous pensez que l'AKP va faire des mauvais scores un peu partout en Turquie ? Écoutez, on verra les résultats de dimanche, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de Turcs qui votaient pour le parti d'Erdogan en particulier, parce qu'il faut bien le dire, les résultats économiques étaient relativement bons. C'est-à-dire que son parti avait véritablement réussi à mener cette politique de croissance économique et que les gens appréciaient cela. Mais aujourd'hui, on voit le revers également. Et la situation économique en Turquie aujourd'hui n'est pas mauvaise, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule préoccupation des électeurs. Ils vont voter avec des aspirations nationales ? Je pense que les atteintes à la démocratie, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui en Turquie, va porter atteinte, à mon avis, aux résultats des élections municipales de dimanche. Comment on devra analyser ces résultats ? Tous les yeux vont se tourner évidemment vers Istanbul, qui symbolise un peu le pouvoir Erdogan. Il en était maire. D'ailleurs, si l'AKP fait un mauvais score à Istanbul, c'est un coup près politique pour l'avenir d'Erdogan ? Je pense que oui, mais d'un autre côté, Erdogan, comme on l'a vu, fait tout pour maintenir son pouvoir en dépit des protestations. On l'avait vu avec les révoltes de ces 2 dernières années. Et puis n'oublions pas également que Erdogan aspire également à la présidence et que les élections présidentielles sont prévues pour l'été prochain. Et là, effectivement, ce sera également un test pour lui, pour son futur politique. Un mot de ces scandales de corruption, ces affaires qui tournent autour du pouvoir d'Erdogan, elles vont lui coûter cher pour ces élections ? Elles lui ont déjà coûté en termes de popularité, en termes de critiques publiques contre son pouvoir, critique qui a mené également à sa décision saugrenue de fermer Twitter. Mais je pense que justement parce que le parti d'Erdogan se présentait comme un parti incorruptible, cela a porté complètement atteinte à cette image. Et il y a vraiment, je pense, une odeur d'usure du pouvoir, de fin de règne, justement, avec ces affaires de corruption. Alors, et précisément, il règne d'une main de fer sur la Turquie depuis 2002. Est-ce qu'en 12 ans, l'exercice du pouvoir l'a changé, Erdogan ? Je pense que ça lui a un peu monté à la tête. Autrement dit, le fait qu'il ait réussi également pendant toutes ces 12 années de pouvoir à mettre ses fidèles dans le système judiciaire, à faire taire aussi beaucoup la presse. Il ne faut pas oublier que la Turquie est le pays au monde qui a le plus de journalistes emprisonnés. C'est quelqu'un d'autoritaire, Erdogan. C'est quelqu'un qui pense que tout est permis et qui aujourd'hui est arrivé à un stade où cela se retourne contre lui parce que cela porte atteinte aux libertés individuelles en Turquie et également à la place de la Turquie dans le monde. Alors pour bien comprendre sa personnalité, Erdogan, un des enjeux de ce scrutin, c'est également l'urbanisation. C'était le point de départ d'ailleurs des manifs de Gezi. L'AKP au pouvoir à Istanbul depuis 20 ans a entrepris d'énormes travaux. C'est Erdogan qui a poussé un canal parallèle au Bosphore, un tunnel sous le Bosphore, un 3e pont, etc. Est-ce qu'Erdogan se prend pour un empereur ottoman ? Je pense que dans sa vision du monde, et d'une certaine manière chez les Turcs en général, il y a toujours cette nostalgie de l'Empire ottoman qui s'était effondré après la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, Erdogan n'aspire pas à rétablir l'Empire ottoman, mais il a effectivement une politique étrangère qui, contrairement à la politique étrangère d'Atatürk et de ses successeurs, qui avait été préservée également par l'armée, il a une politique étrangère plus pan-orientale, pan-islamique. Et cela dérange pas mal également la tradition militariste de la Turquie qui ne se reconnaît pas dans cette politique. Je crois que Atatürk avait fait son deuil de l'Empire ottoman et avait véritablement pris une décision stratégique de rapprocher la Turquie du monde occidental. Et Israël dans tout ça ?
Alors Israël, dans tout ça, est également un peu, je dirais, victime de cette politique, parce que la politique pan-islamique d'Erdogan, l'un de ses fonds de commerce, c'est justement sa rhétorique anti-israélienne, son rapprochement avec le Hamas. Il avait, dès 2003, d'abord refusé aux États-Unis l'accès à la Turquie pour l'attaque contre l'Irak. Ensuite, il avait reçu Khaled Mashal à Ankara. Il avait bien entendu l'histoire du Marmara, sa collaboration avec le Hamas. Tout cela, bien entendu, cela ne va pas avec une bonne relation avec Israël et cela remet en cause la relation stratégique très étroite qui s'était développée avec Israël et la Turquie dans les années 90. Tant qu'il reste au pouvoir, ça ne changera pas? Je ne pense pas. Je pense que tant que Erdogan sera au pouvoir, on ne pourra pas parler de véritable rapprochement avec la Turquie, même si en ce moment, il y a des intérêts communs, en particulier économiques, une pression des États-Unis. Mais le fond du problème, effectivement, est que la vision du monde de Erdogan est une vision islamiste qu'il a fait de sa rhétorique anti-israélienne un fonds de commerce politique et je ne vois pas de possibilité de véritablement rétablir ces relations tant qu'il sera au pouvoir. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans le Morning, on reviendra sur la nuit de beuverie des gardes du corps du président Obama. C'était à Amsterdam. Tous les détails après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning en direct depuis Tel Aviv. Et il est l'heure de vous retrouver, Boaz Bismuth. Bonjour. Bonjour. C'est l'édito du jour, comme tous les matins. Et ce matin, on parle de cette annonce qui n'a surpris personne. Finalement, en Égypte, Al-Sisi se présente à la présidence. Alors ça y est, maintenant, c'est officiel. Abdel Fattah al-Sisi est le candidat à la présidentielle en Égypte. Et finalement, le monsieur de 59 ans va être, sauf grosse surprise, mais il n'y aura pas de grosse surprise, le prochain président égyptien. Et si vous voulez un petit peu, c'est un peu le retour à la normale. Alors pour vous montrer à quel point on est le retour à la normale en Égypte, le retour à la normale à l'égyptienne bien sûr, c'est il faut aller un petit peu vers le Koweït. Et au Koweït, vous savez, se déroule en ce moment le sommet de la Ligue arabe, voilà, qui s'était achevé hier soir au Koweït. Et qu'est-ce qu'on a décidé hier, bien sûr? On a respecté beaucoup l'Égypte, on a remercié l'Égypte pour ses efforts pour l'unité arabe, on a remercié l'Égypte pour le soutien aux Palestiniens, on a remercié l'Égypte aussi pour les efforts dans le problème syrien. Mais surtout, on a décidé que la prochaine rencontre, le prochain sommet va être où en 2015? Devinez, au Caire, bien sûr. Donc là, vraiment, ça montre à quel point l'Égypte redevient ce qu'elle était, El Dounia, la mère des nations, juste après, bien sûr, l'ère des frères musulmans. Alors, Abdel Fattah el-Sisi, comme je disais, c'est le retour à la normale. C'est là, on ne parle plus du tout de démocratie, c'est fini Tahrir, on parle plutôt de stabilité. Je pense que le monde qui suit est bien au courant. Même les Américains, aujourd'hui, ne vont pas faire pression sur Abdel Fattah el-Sisi. Il a très bien joué ses cartes. Il a prouvé aux Américains que si vous ne voulez pas danser avec moi, eh ben, je vais danser avec les Russes. Et vous connaissez la compétition américano-russe aujourd'hui. Donc, Abdel Fattah el-Sisi a le soutien d'Abou Mazen, il a du monde arabe, il a aujourd'hui des Américains, en plus il a les Russes, et la grande question qui bien sûr est Israël, et Israël dans tout ça. Alors on sait très bien que lorsqu'il y avait Tahrir, la révolution Tahrir, le monde entier bien sûr était très très content, fêtait un petit peu avec les jeunes de Tahrir, sauf qu'en Israël on ne parlait pas bien sûr de démocratie ou de printemps arabe, mais les Israéliens, Netanyahou était le premier à parler d'un hiver islamiste. Ben, on a très bien vu ce qui s'est passé par la suite, et on sait très très bien aussi que c'est avec les militaires qu'Israël peut le mieux fonctionner. Et Israël ce matin est rassurée. Disons comme ça, si Israël doit aller dans les urnes et elle doit voter dans quelques semaines, devinez quoi? Elle va voter, c'est Al-Sisi. Vous avez parlé de la démocratie qui n'est plus une priorité désormais en Égypte. L'Égypte tire une croix sur la démocratie, ça y est? Pas ça, c'est d'abord, bien sûr que la démocratie c'est la meilleure des choses et personne peut-être a inventé mieux que ça, même si Churchill a dit, si vous voulez savoir ce que c'est la démocratie, parlez à des gens communs pendant 5 minutes et vous voyez ce qu'elle vaut réellement. Mais, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui en Égypte, on a très bien compris que ce printemps arabe ne va pas amener de la démocratie, mais il a amené plus de liberté, ce qui est une bonne chose pour l'Égypte. Sauf qu'il faut aussi gérer cet État, ce pays de 80 millions de personnes, ce pays dans lequel presque la moitié vivent de 1 à 2 dollars par jour. Et donc justement, qui peut aujourd'hui gérer le mieux ce pays avec tout le respect? C'est encore et toujours l'armée pour l'instant. Peut-être le changement réel va venir dans 50 ans, dans 40 ans, dans 30 ans. On le souhaite par ailleurs, un grand pays qui est l'Égypte, grand allié aussi d'Israël, très important pour la sécurité. Mais pour l'instant, c'est pas qu'on en parle plus de démocratie, mais on va changer le terme, on va plutôt parler de plus de liberté.
Et de stabilité peut-être. Surtout stabilité. Du même coup. Est-ce que Al-Sisi va réussir à répondre aux aspirations directes et concrètes des Égyptiens? Et on pense avant tout à la situation économique dans le pays. Bien sûr, c'est juste économique. Écoutez, il faut se voir une chose par exemple. Alors, bien sûr, les Égyptiens étaient très très contents. Tout le monde sortait à Tahrir. Alors que la place Tahrir, bien sûr, qu'elle-même, d'un côté, il y avait ces jeunes, les libéraux, et de l'autre côté, bien sûr, les barbus, les frères musulmans. Donc on voyait très bien que déjà, s'il y avait cette lutte au sein même dans ces manifestations d'1 million. Mais en parallèle, si vous alliez par exemple, moi j'avais couvert plusieurs fois cette révolution en Égypte, si vous alliez voir par exemple à Giza ou dans les pyramides, parfois on pouvait compter le nombre de touristes. 7 touristes seulement, j'avais compté une fois 7 touristes. Donc vous savez que l'Égypte est un pays touristique, vous savez que l'Égypte ne peut pas se permettre de perdre cette ressource exceptionnelle. Et donc si vous voulez un petit peu, le tourisme, l'économie, les investisseurs étrangers, tout ça va être le retour à la normale et je pense que c'est ce qui va se passer. En plus, il y aura bien sûr l'aide de l'Arabie Saoudite, on a parlé déjà des Russes et aussi des Américains qui vont revenir en force. Donc je pense que le retour à la normale est un peu promis. C'est la meilleure chose qui puisse se passer. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je voterai moi-même El-Sisi, mais je pense que c'est un vote, comment vous appelez ça en français? Un vote utile. Un vote utile, El-Sisi. Merci beaucoup. Boaz Bismil, restez avec nous. On reste au Moyen-Orient et on parle à présent de conditions météo difficiles. Cette année, la région n'avait pas connu pareille sécheresse depuis une décennie. Exemple, l'agriculture libanaise qui en souffre durement. Sur place, vous allez le voir, les agriculteurs tentent désespérément de sauver ce qu'il reste de leur culture. Depuis la tempête Alexa qui a frappé la région en décembre, les pluies comme la neige se font trop rares. Une sécheresse qui menace directement les cultures, comme dans la région de Tripoli, au Liban. Nos bassins nécessitent eau et pluie et on ne pourra pas sauver nos productions agricoles si ça continue comme ça. L'objectif du mois de mars, sauver les amandes, un défi de taille. La première à avoir été touchée, c'est la saison des amandes, qui était supposée fleurir en février et donner une bonne récolte. À cause du manque de pluie et de la sécheresse qui s'est accentuée, on ne produit qu'1 ou 2 graines par branche. Et 2 graines sont trop fragiles pour vivre. La saison est affectée, on se retrouve sans production, même la saison des olives qui arrive va être affectée. Le Liban n'est pas le seul pays touché, toute la région est concernée, du Maroc jusqu'au Yémen en passant par la Syrie. On n'avait pas vu ça depuis les années 70. Cette année est vraiment spéciale à cause du manque de précipitations. Du coup, le Liban va souffrir cet été. Cela dit, ce n'est pas un problème nouveau. Les dernières années et même décennies, on a pu observer une très nette baisse des précipitations. Or, selon les experts, cette sécheresse devrait se poursuivre les prochaines années avec des conséquences directes pour les agriculteurs qui perdent une grande partie de leur production et un impact évident sur les prix du marché. Voilà, alors ça a été le cas dans l'ensemble de la région, ce manque de pluie cette année. En Israël aussi, les agriculteurs ont eu une saison difficile. Est-ce que l'eau va rester un enjeu crucial pour le Moyen-Orient? Évidemment, vous savez, vous me faites retourner un peu dans les années, fin des années 80. À l'université, le sujet de thèse était quoi, le mien? La coopération agricole entre Israël et l'Égypte entre 1979 et 90 ou 92. Et pourquoi justement? Parce que l'eau, et encore, si dans cette région nous partageons peut-être les mêmes atouts, nous partageons aussi les mêmes problèmes et les mêmes inconvénients et handicap, qui est bien sûr l'eau. On a vu ça avec les Jordaniens, on voit ça aussi avec les Syriens, bien sûr avec les Libanais. La coopération peut exister, mais malheureusement aujourd'hui, encore une fois, et ça je ne parle pas de façon technique comment régler le problème, mais la philosophie des protagonistes de la région, c'est au lieu de voir comment on peut coopérer pour résoudre le problème, on regarde comment est-ce qu'on peut justement lutter pour avoir plus un de l'autre, et ça mène justement à rien. Donc il faut changer toute la philosophie et la façon de penser dans la région. Pour l'ensemble de la région. Merci beaucoup, Boaz, restez avec nous. Et nous sommes le jeudi 27 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité. Nouvelle tension palpable dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens. À Jérusalem, on prévient que la 4e vague de libération de prisonniers palestiniens prévue samedi pourrait être reportée. La condition prolonger les pourparlers d'au moins 1 an. Côté palestinien, on a fait savoir qu'Israël n'a transmis aucune liste de prisonniers et on accuse Israël de mauvaise foi.
En Égypte, on l'a évoqué, c'est désormais officiel. Le maréchal Al-Sisi annonce sa candidature à la présidentielle prévue au printemps. Pour ce faire, il a annoncé qu'il quittait l'armée, qu'il dirigeait pour briguer donc la magistrature suprême. De leur côté, les frères musulmans préviennent. Il n'y aura pas de stabilité en Égypte sous Al-Sisi et la confrérie menacée d'une nouvelle vague de protestations dans le pays. Enfin, notez cette visite historique du président américain à Bruxelles lors d'un sommet extraordinaire hier consacré à la crise ukrainienne. Barack Obama a déclaré que le monde était plus sûr et plus juste quand l'Europe et les États-Unis sont solidaires. Il a appelé Kiev à renoncer à la Crimée pour éviter toute escalade. Dans le même temps, Obama a souhaité un renforcement des forces de l'OTAN dans l'est de l'Europe. Et on en vient à cette affaire qui concerne, elle aussi, le président Obama. Ses agents de sécurité auraient-ils la bouteille facile? En tout cas, 3 d'entre eux ont été renvoyés aux États-Unis et mis à pied après une nuit un peu trop arrosée. C'est aux Pays-Bas, Bethsabe Salem. Qu'est-ce qu'on sait de cette affaire? Oui, c'était dimanche dans une commune balnéaire hollandaise, donc à la veille de l'arrivée du président Barack Obama pour le G7. Alors, ces agents des Secret Service étaient donc en repérage pour sécuriser la visite de leur président. Mais apparemment, ils ont surtout repéré les bars, Barbara, et l'un des agents a été surpris par l'employé d'un hôtel ivre-mort, titubant. Le dit employé consciencieux, bien sûr, s'est empressé de le dénoncer à l'ambassade américaine avec des dommages collatéraux puisque l'incident a touché aussi 2 collègues de cette brebis égarée qui ont été eux aussi sanctionnés, jugés complices. Et oui, ils auraient dû intervenir pour modérer leurs collègues, mais sans doute étaient-ils trop occupés à goûter eux aussi les liqueurs nationales. Les 3 agents ont donc été sanctionnés, ils ont été suspendus, en tout cas le temps de l'enquête. Alors, ils faisaient quoi là-bas? Est-ce qu'Obama était déjà sur place? Ils étaient les gardes du corps du président? C'était quoi leur job exactement? Alors, leur job, en fait, vous vous demandez, est-ce qu'ils avaient besoin de décompresser? Eh bien, on peut spéculer sur le besoin d'oublier le stress quotidien de leur travail. Barbara, en l'occurrence, ils faisaient partie du CAT, le Counter Assault Team. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une équipe d'élite qui a de quoi donc être tendue. En fait, ce sont eux qui sont les plus proches du président en termes de protection. C'est ceux que vous voyez le plus près du président qui se mettent en danger. Ce sont des tireurs aguerris et ils suivent un entraînement physique très assidu. Enfin, ils suivaient. Mais là-bas, en tout cas, on sait ce qu'ils faisaient. Ils faisaient du repérage? Alors, ils préparaient le terrain, ils avaient un débriefing dimanche et donc ils n'étaient pas censés boire juste avant. Alors, le président ne s'est quand même pas retrouvé tout seul, sans ses 3 agents. Il y a des centaines d'agents qui sont sur place, qui étaient sur place, des agents du Secret Service, des militaires, du département d'État et autres services. Il s'est pas retrouvé sans garde du corps, Obama, quoi. Non, voilà, il ne s'est pas retrouvé sans garde du corps. Il y avait quand même des centaines de personnes qui l'attendaient encore. Tout ça pour préparer donc une visite, s'assurer de la sécurité, du bon déroulement. Tout ça, c'était les jobs de ces gens. Le chef d'État américain qui était donc à Amsterdam pour ce G7 et qui devait se rendre ensuite à La Haye pour le nucléaire, vous vous doutez bien, et qu'il y avait des dizaines de personnes qui s'occupaient de la sécurité en tout cas. Mais en tout cas, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de beuverie parmi les gardes du corps d'Obama. Ça s'est passé déjà il y a quelques années en Amérique du Sud. C'était en 2012, en avril 2012, effectivement, c'était à Carthagène, en Colombie. C'était lors du sommet des Amériques. Le Secret Service avait alors été accusé d'avoir, fait la fête avec des prostituées. Cerise sur le gâteau, cherry on the cake, ils auraient même rechigné à payer ces jeunes dames. Au final, les 8 des gardes du corps impliqués, dont 2 supérieurs, avaient été carrément renvoyés des Secret Service. Conséquence, Barack Obama a souhaité redorer ce service, sans doute pour rendre la monnaie à la gente féminine. En mars 2013, il a même nommé pour la première fois à la tête de son service de protection une femme que vous pouvez apercevoir sur ces images. C'est celle de gauche qui s'appelle Julia Pearson, qui est donc devenue la 23e directrice des United States Secret Service. Autre mesure à noter, le président américain a approuvé un code de conduite plus strict. Et donc, plus de prostituées, c'est ce que dit ce code? Alors, ce n'est pas vraiment la formule utilisée, mais les nouvelles règles interdisent en tout cas aux agents d'emmener, je cite, des citoyens étrangers dans leur chambre d'hôtel. Vous allez me dire, on peut faire la fête ailleurs que dans sa chambre d'hôtel, effectivement, mais les autorités de la sécurité intérieure y ont pensé. Elle aussi, il est donc notifié qu'il est interdit de visiter des établissements de mauvaise réputation. Et puis, il était précisé aussi une façon sans doute de s'assurer que ces règles ne finissent pas dans les oubliettes d'un cerveau un peu embué par les vapeurs d'alcool, que l'ingestion d'alcool
est interdite dans les 10 heures précédant le début de leur travail, c'est-à-dire que samedi soir, quand ils se sont, bourré la gueule, et bien le lendemain matin, ils avaient un débriefing et ils auraient dû arriver sobres. Autrement dit, la nuit précédant le début de leur garde, plus généralement, on leur a conseillé de modérer leur consommation d'alcool, notification qui est restée à Washington cette fois-ci. Boaz, vous en pensez quoi de cette affaire? C'est magnifique toute cette histoire, mais sauf que en Pays-Bas, ce qui s'est réellement passé, il faut savoir la vérité, c'est qu'ils ont passé la soirée à Attention Boaz, vous êtes en train de louer la consommation d'alcool à la télévision. Ils ont passé la soirée à boire de la vodka avec Poutine, c'est la vraie histoire, pour avoir des renseignements sur Obama. En fait. Mais tout ça c'est fou, c'est dingue toutes ces histoires. Ça vous inquiète? Pas que ça m'inquiète, ça m'amuse, ça prouve un petit peu comment tout le monde finalement est un peu pareil. On peut être le garde-corps d'Obama ou travailler dans, je sais pas moi, dans conducteur de quoi et faire la même chose. C'est justement parce qu'ils sont les gardes du corps quand même d'un des plus grands présidents du monde qui peuvent se permettre ce genre de facilité. Voilà, ou justement l'inverse. Et puis en plus les liqueurs hollandaises, les Bols et compagnie, c'est plus très à la mode, c'est curieux que des Américains boivent ça. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a à la mode en Hollande, aux Pays-Bas? On fréquente d'autres établissements peut-être en Hollande. Ne perdons pas le fil. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Betsabé, du sérieux de ces services secrets américains? Alors, ce qui est sûr, c'est que ces incidents ne font qu'accentuer, bien sûr, un peu plus le caractère, chahuteur que l'on a tendance à prêter à ces agents. Pour leur défense, quand même, on nous dit que l'incident d'Amsterdam n'a jamais mis en péril la sécurité du président. Ça, c'est ce qu'a sur le porte-parole des services secrets américains. Boaz a l'air d'être d'accord avec cette remarque. Ce porte-parole qui précise qu'il ne s'agit pas d'une grosse fête qui aurait dégénéré. On sait s'ils ont été fumés des joints, ces gardes du corps à Amsterdam? Alors, on n'a pas parlé de joints et on n'a pas parlé de prostituées non plus. Vous extrapolez, Barbara. Je ne sais pas d'où vous sortez ces informations. Je pose la question. Alors, donc, je reviens sur mon porte-parole qui n'a dit qu'il n'y a pas eu de grosse fête. Alors, moi, ce que ça me fait comme effet, c'est j'ai envie de me dire pourquoi il parle de grosses fêtes. Est-ce qu'il y a beaucoup de grosses fêtes? En tout cas, quand ils sont chez eux, c'est une question qu'on peut se demander en bonne journaliste. Cela dit, pour relativiser plus sérieusement l'impact de ce genre de dérapage, on peut louer quelques succès quand même de ce Secret Service américain. Depuis la mort de JFK, plusieurs tentatives d'assassinat sur le président américain ont été fomentées puis déjoué. Toutefois, sous le mandat d'Obama, il n'y a que la tentative d'assassinat ratée, je vous rappelle, d'Oscar Ramiro Ortega Hernandez qui avait tiré sur la Maison-Blanche. Alors, c'était en novembre 2011. Les gardes, cela dit, ne lui avaient pas sauté dessus quand il était en train de sortir son arme. En fait, le président était déjà en déplacement. Donc, ils n'ont pas encore vraiment eu l'occasion ces dernières années de montrer combien ils étaient nécessaire et efficace. Bon, ils ont montré un autre côté de cette affaire, de leur qualité ou pas avec cette affaire. Merci beaucoup, Betsabé. Merci, Boaz. À suivre dans le Morning, en Israël, on parlera de cette grève inédite du personnel du ministère des Affaires étrangères. Les canaux diplomatiques sont paralysés et des dizaines d'Israéliens bloqués à l'étranger. À présent de cette grève inédite dans l'histoire d'Israël, celle du personnel du ministère des Affaires étrangères. Depuis le début de la semaine, les canaux diplomatiques sont paralysés et des dizaines d'Israéliens sont bloqués à l'étranger. Le récit de Tal Shalev avec David Sambel. Le ministère israélien des Affaires étrangères est en arrêt total d'activité. Une grève qui s'étend partout dans le monde. Des quartiers généraux à Jérusalem aux 103 ambassades et consulats à l'étranger. Toutes les missions diplomatiques sont fermées pour une durée indéterminée. Sauver le ministère des Affaires étrangères. Tel est le slogan officiel scandé par les 1200 membres du service diplomatique israélien. En grève depuis début mars, ils protestent contre le montant des salaires et les conditions de travail. Le salaire de départ s'élève de 1 000 € à 1 250 € par mois. Après 15 ans d'expérience et un master, le salaire moyen n'atteint pas plus que 1 900 € par mois. Nous sommes en grève parce que le ministère des Finances a dégradé nos salaires depuis 2 ans. C'est un désaccord de longue date, intensifié depuis quelques années. Après 7 mois de longues discussions, les membres du syndicat ont mis un terme aux efforts de médiation du ministère des Finances en début de mois. Ils ont d'abord cessé d'organiser les visites officielles, qu'il s'agisse de dignitaires israéliens à l'étranger ou de dignitaires étrangers en visite en Israël. Par la suite, les services consulaires ont été suspendus, tout comme les activités de diplomatie publique. Après 2 semaines de sanctions graduelles, les diplomates ont coupé court en décrétant une grève générale en début de semaine. Entre 2 manifestations hebdomadaires, les employés ont lancé une rude bataille médiatique. Des comptes spéciaux sur Twitter et Facebook ont été mis à jour quotidiennement. De plus, les diplomates israéliens postent fréquemment des commentaires publics. Tous les employés du ministère des Affaires étrangères
Tous les ambassadeurs d'Israël, 103 ambassadeurs, sont aujourd'hui en grève en Asie, à Tokyo, à Moscou, à Paris, à Londres, en Amérique du Sud. Et nous allons continuer jusqu'à ils vont répondre à nos demandes. La grève pourrait avoir des implications dramatiques sur les positions diplomatiques et la sécurité d'Israël. Elle a déjà engendré une perte de plusieurs millions de dollars. Et ce n'est que maintenant qu'elle fait les titres dans les médias locaux. Pour les diplomates, cette grève représente l'espoir d'un changement à venir. Et pour comprendre les enjeux de cette grève inédite en Israël, avec nous sur notre plateau, notre analyste politique Dror Eben-Sapir. Bonjour. Bonjour Barbara. Alors il semblerait qu'une issue soit proche. Oui, hier, l'un des responsables du ministère des Finances, le responsable du département des salaires, et l'un des responsables de la Histadrout, le numéro 2 de la Histadrout, la centrale syndicale israélienne, se sont rencontrés hier dans la soirée. Et des progrès, Barbara, ont été constatés au cours de cette rencontre. Une nouvelle rencontre, un nouvel entretien entre ces deux personnalités est prévu pour aujourd'hui. Et tant du côté des grévistes que du côté du Trésor du ministère des Finances, on s'accorde à dire qu'on se dirige effectivement vers une issue de la crise, vers une fin de cette grève tout à fait inédite dans l'histoire de la diplomatie israélienne. Voilà, ils négocient. Alors on l'a vu dans le reportage, le personnel est en colère à cause de leur salaire qu'ils estiment trop bas. C'est la seule raison qui les avait poussés à faire grève ? C'est la raison essentielle, effectivement, Barbara, des salaires qui n'ont pas été réévalués, qui ne sont plus adaptés au coût de la vie en Israël et aussi au coût de la vie dans certains des pays dans lesquels un certain nombre de diplomates servent. Parce que lorsqu'un diplomate sert à Londres, à Paris, dans certaines capitales d'Europe du Nord, de Scandinavie, où la vie est très chère, le coût de la vie est très élevé, eh bien avec un salaire à l'israélienne, en quelque sorte, il est très difficile de vivre décemment, et surtout pour un diplomate, de mener un train de vie qui correspond à son statut de diplomate. Et donc, l'une des exigences, l'une des revendications était l'indexation des salaires des diplomates qui servent dans des pays où le coût de la vie est particulièrement élevé. Une autre revendication, Barbara, de concerner les conjoints. Vous savez que lorsque un homme ou une femme décide de partager sa vie avec un diplomate, eh bien c'est souvent, il doit faire souvent le sacrifice de sa propre carrière professionnelle. Et donc un mécanisme de compensation compté parmi les exigences des diplomates grévistes, en fait de tous les diplomates, puisque cette grève concernait tout le monde. Elle a été suivie par tous les diplomates, toutes les représentations diplomatiques à l'étranger étaient fermées, les consulats, les ambassades, et aussi le ministère des Affaires étrangères ici à Jérusalem. Alors précisément un mot des conséquences de cette grève, à quel point elle est dramatique. Oui, alors les conséquences, il faudrait effectivement s'y attarder. C'est inédit encore une fois, il faut le répéter dans l'histoire d'Israël, c'est la première fois que ça arrive. Alors au niveau déjà consulaire, lorsqu'un Israélien est à l'étranger et qu'il doit renouveler son passeport, eh bien il est bloqué. Il ne pouvait pas le faire puisque les consulats israéliens étaient fermés. Tout ce qui concerne la vie quotidienne des ressortissants israéliens qui vivent à l'étranger, on sait à quel point ils sont nombreux, Barbara, et tout ce qui concerne, eh bien, inversement, la vie de certains ressortissants étrangers qui vivent en Israël et qui doivent, par exemple, prolonger leur visa. Ils ne pouvaient pas le faire puisque les portes étaient fermées. Maintenant, sur le strict plan diplomatique, plusieurs visites ont été annulées. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre autrichien des Affaires étrangères devait se rendre en Israël. Son homologue suédois également devait le faire au cours de ces prochains jours. Eh bien, ces visites ont été annulées. Une visite très importante, Barbara, celle du pape François, qui doit se rendre en principe en mai prochain en Israël. Eh bien, cette visite, elle est remise en cause. On ne parle pas pour l'instant d'annulation pure et simple, mais si la grève se prolonge, et encore une fois, il semblerait que ce ne soit pas le cas, mais si la grève se prolonge, eh bien cette visite sera fortement remise en cause. Puisque c'est une visite qui se prépare de longue date. Oui, bien évidemment, et la délégation du Vatican qui devait se rendre en Israël ces jours-ci pour préparer cette visite du souverain pontife en Israël, eh bien, elle a dû annuler cette visite de préparation, donc une visite parmi les plus importantes, bien évidemment, d'un chef d'État en Israël, pas n'importe lequel, le souverain pontife, le pape François, est remise en cause. Évidemment. Alors pour finir, Dror, un mot d'Avigdor Lieberman, c'est le numéro 1 de la diplomatie israélienne, le ministre des Affaires étrangères lui-même. Dans cette épreuve de force entre le ministre des Finances et les diplomates,
il s'est pas montré vraiment solidaire de son équipe. Non seulement qu'on puisse dire, ni lui ni son vice-ministre Ze'ev Elkin ne se sont montrés solidaires. Ils ont reproché aux diplomates de ne pas respecter les règles du jeu, puisqu'il y avait une médiation avec l'ancien président du tribunal du travail qui tentait de parvenir à un accord avant que l'on en arrive à cette extrémité qui était la grève. Donc Avigdor Lieberman s'est désolidarisé de ses employés. Mais un dernier mot quand même, si j'ai le temps, Barbara, en quelques secondes. C'est particulièrement crucial que la diplomatie israélienne fonctionne en ce moment, alors qu'on parle de plus en plus d'un isolement qui serait croissant d'Israël. Donc il est essentiel qu'Israël puisse avoir des représentants qui défendent et qui défendent bien. Et pour bien défendre la politique de son pays, il faut bien évidemment vivre dignement, mais qui défendent avec des arguments convaincants la politique israélienne à l'étranger, dans les instances de l'ONU et auprès des décideurs étrangers. Il n'a pas conscience de l'importance de son ministère, de l'importance de sa tâche, c'est ce qu'on lui reproche depuis le début de son mandat. Oui, mais on a pu remarquer, Barbara, qu'Avigdor Lieberman était un ministre des Affaires étrangères plus pondéré, plus modéré que celui qui l'était au cours du précédent mandat. Avant son interruption due à ses problèmes judiciaires, on a constaté qu'Avigdor Lieberman utilisait un langage bien plus modéré, notamment avec les Américains. Donc on peut peut-être espérer en tout cas qu'il a compris l'enjeu, tout l'enjeu et toute l'importance pour la diplomatie israélienne, d'expliquer, de donner d'Israël un visage beaucoup plus avenant à l'étranger. Et c'est ce qui est en train d'être joué dans cette grève. C'est crucial pour l'image d'Israël à l'étranger. Et l'image d'Israël à l'étranger, on sait à quel point c'est un sujet sensible et c'est un sujet complexe. Merci beaucoup. Dror, restez avec nous. Nous sommes le jeudi 27 mars, vous êtes sur i24 News, c'est le morning et voici les grands titres à la une de l'actualité. Nouvelle tension palpable dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens. À Jérusalem, on prévient que la 4e vague de libération de prisonniers palestiniens prévue samedi pourrait être reportée. La condition des Israéliens prolonger les pourparlers d'au moins un an. Côté palestinien, on a fait savoir qu'Israël n'a transmis aucune liste de prisonniers et on accuse Jérusalem de mauvaise foi. En Égypte, c'est désormais officiel. Le maréchal Al-Sisi annonce sa candidature à la présidentielle prévue au printemps. Pour ce faire, il est donc annoncé qu'il quittait l'armée. De leur côté, les frères musulmans préviennent. Il n'y aura pas de stabilité en Égypte sous Al-Sisi et la confrérie de menacer d'une nouvelle vague de protestations. Enfin, à noter cette visite historique du président américain à Bruxelles lors d'un sommet extraordinaire hier consacré à la crise ukrainienne. Barack Obama a déclaré que le monde était plus sûr et plus juste quand l'Europe et les États-Unis sont solidaires. Il a appelé Kiev à renoncer à la Crimée pour éviter toute escalade. Mais dans le même temps, Obama a souhaité un renforcement des forces de l'OTAN dans l'est de l'Europe. Dror, est-ce que vous savez qui est Titi ? Qui est Kitty ? Titi. Il me semble savoir. Allez-y, toujours. Fleur va vous aider. Non, un indice peut-être. 2013, mais Miss Israël 2013. Oui, bien sûr. Elle est d'origine éthiopienne. Elle est évidemment très belle. Elle est très grande et elle a un prénom un petit peu voilà, particulier. Voilà. Alors on va parler d'elle avec vous, Fleur. Bon, Dror, ça va, vous êtes bien rattrapée. L'élection de Miss Israël il y a un an, élisait donc pour la première fois une noire d'origine éthiopienne comme Miss Israël. Pour la première fois dans le pays et ça avait suscité un formidable espoir dans la communauté éthiopienne. Pour la première fois, elles entendaient Black is beautiful. Beaucoup de jeunes filles se sont ainsi lancées dans une carrière de mannequin, mais comme partout ailleurs dans le monde, en Europe, aux États-Unis, elles restent sous-représentées. On va regarder ce reportage que vous signez, Fleur, et on en parle avec vous juste après. מועמדת מספר 18, טיטי. Mars 2013, pour la première fois, Israël élisait une reine de beauté noire. Titi Heino fait partie de cette minorité éthiopienne, longtemps victime de discrimination dans l'État juif. Aujourd'hui, Titi a passé le flambeau à une nouvelle Miss Israël, mais elle reste l'égérie de golf, une marque très populaire dans le pays. Pour la styliste Maya Krener, l'élection de Titi a provoqué un véritable bouleversement des mentalités. Notre pays est beaucoup plus ouvert qu'il n'était auparavant. C'est incroyable que nous ayons une Miss Israël noire. Il y a aussi beaucoup plus de mannequins noirs dans les agences. Elles sont recherchées. La beauté noire, c'est quelque chose de nouveau ici, pas comme aux États-Unis et dans le reste du monde. C'est tendance, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui.
Quand elle est arrivée en Israël, à l'âge de 4 ans, Tzipi Hadis ne s'est pas vraiment reconnue dans les filles à peau claire des publicités. La jeune Éthiopienne ne s'est pas laissée décourager et a réussi à réaliser son rêve, devenir mannequin. Elle a même lancé sa propre agence. J'ai révolutionné le monde de la mode en Israël. Dans mon agence, vous trouverez toutes les origines, toutes les couleurs, toutes les religions, contrairement aux autres agences où il n'y a que des blondes aux yeux bleus. La demande de mannequins noirs était quasiment inexistante il y a quelques années. Aujourd'hui, elle explose. Regardez par exemple Tinor, elle travaille énormément. Et puis il y a aussi cette grande girafe là, elle est très demandée. Pourtant, aucun de ces mannequins n'a été retenu pour défiler lors de la Fashion Week à Tel Aviv. Les blondes aux yeux clairs continuent d'être la norme sur les podiums. Et à part Titi et Taounia, la gagnante de l'émission de télé-réalité Big Brother en Israël, les top modèles noirs font rarement la une des magazines. Nous n'avons pas de préférence pour les mannequins blanches dans le magazine Time Out. Il y a quelques mois, nous avons fait un shooting avec des réfugiés africains, mais malgré tout, il faut reconnaître que nous avons encore des progrès à faire. En fin de compte, ce que veulent les marques, c'est faire de l'argent. Et les blondes aux yeux bleus, c'est ça qui dope les ventes. C'est aussi ce que veut le public. Pour lutter contre ces stéréotypes à la vie dure, Johannes Azanav a lancé il y a 6 mois une campagne pour promouvoir les talents et les modèles à la peau foncée. On dit qu'Israël est un melting pot, un mélange de plein de nationalités différentes. Mais quand on regarde la télévision, il n'y a que des blancs à l'antenne. Ce n'est pas du tout représentatif de notre société. Ma campagne ne parle pas seulement des Éthiopiens, mais aussi des Indiens, des Yéménites, des Égyptiens. Il est grand temps que les gens de couleur soient représentés dans le monde du divertissement et dans la société israélienne. Black is beautiful, le message a encore bien du mal à passer dans le monde de la mode en Israël, comme dans de nombreux pays européens. Alors Fleur, la lutte des mannequins noirs pour les podiums, finalement c'est un vieux combat un peu partout dans le monde. Oui, en France, ça date des années 60 et c'est le grand Yves Saint Laurent qui, encore une fois de plus, a révolutionné la mode en faisant monter Fidelia, une mannequin noire, pour défiler. Ça avait fait un scandale à l'époque en France. Yves Saint Laurent est toujours resté fidèle à ses mannequins noirs. Naomi Campbell récemment rappelait qu'elle lui devait sa carrière. Alors d'autres maisons, d'autres grandes maisons ont suivi Yves Saint Laurent. Givenchy par exemple, toujours ses catalogue, ce qu'on appelle en fait les lookbooks, eh bien, on voit toujours une parité entre les mannequins noirs et les mannequins blanches, mais ça reste assez rare. Et le pays qui est le pays de la mode, l'Italie, eh bien, il est le dernier pour laisser monter des mannequins noirs sur les podiums. On n'en voit jamais et ça fait toujours chaque année un scandale. Alors, un scandale qui dépasse largement le cadre de l'Europe. Il y avait une affaire qui a fait grand bruit au Brésil aussi. Alors, le Brésil, c'est particulier parce que pensez quand même que ce pays, c'est 200 millions d'habitants et c'est le pays avec la plus grande population noire au monde après le Nigeria. Donc, 100 millions de personnes sont afro ou métisses et elles ne sont pas représentées sur les podiums. Donc, il y a une quarantaine de mannequins qui ont défilé avec des affiches en disant « Vous regardez moi ou ma couleur ». Elles réclament eh bien, de monter sur les podiums. Alors, il y a les podiums, mais il y a aussi évidemment les magazines et toutes ces séances photos où elles ne sont pas vraiment représentées, ces mannequins noirs. Quand on feuillette un magazine, on voit tout de suite 2, 3, 4% à peine des filles sont noires. Et toujours l'excuse, c'est ce qu'on a vu dans le reportage, c'est le noir, ça ne fait pas vendre. Mais ça, ce sont des idées reçues, mais qui ont la vie longue. Et donc, pour ce qui est du magazine Numéro aux États-Unis, c'est ça le comble, c'est que quand ils veulent monter des beautés noires, eh bien, ils prennent des blondes et les peignent en noir, ils les maquillent en noir. Ça a été le cas l'année dernière du magazine Numéro avec une blonde magnifique, Ondria Hardin, qui a été déguisée en queen, afro-queen. Donc ça fait un scandale. Les mannequins ont dit qu'est-ce qu'il nous reste si même pour représenter la beauté noire, vous prenez des blondes et qu'on maquille. Merci beaucoup, Fleur Citruc, d'être venue nous en parler. Merci beaucoup, Dror. À suivre dans le morning, les Rolling Stones l'ont annoncé officiellement. Ils viendront en concert à Tel Aviv, mais seulement voilà, les appels au boycott se multiplient. Est-ce que les rockers vont céder à la pression? On en reparle. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On poursuit avec l'actualité du jour, mais cette fois sur Internet. C'est la revue du web.
Rudy, bonjour. Bonjour Barbara. Alors la grosse news du web aujourd'hui, c'est évidemment ce revers pour Erdogan et la justice turque qui lève le blocage qu'il avait imposé sur Twitter. Oui, alors l'autorité turque des télécommunications avait bloqué Twitter sur ordre du Premier ministre Erdogan. C'était il y a à peu près une semaine. Erdogan qui accuse le réseau social de propager des accusations de corruption sur le gouvernement. Alors cette interdiction a suscité en Turquie et de par le monde des indignations des internautes qui rappellent en quelque sorte que finalement Internet est plus fort que la censure, comme vous pouvez le voir sur l'une des très nombreuses infographies et images qu'on trouve sur le net. Alors bien évidemment, les internautes turcs ont assez facilement contourné par de petits logiciels, ils ont contourné cette censure et ils ont même manifesté, comme ce week-end. Regardez dans les rues d'Ankara, on voit les manifestants tweeter en vrai, en fait, pour montrer leur mécontentement. Ouais. Oui, ouais. Non, ils ont tweeté en vrai, en papier. Et donc, en fait, c'est un camouflet que la loi turque a infligé hier à Erdogan en indiquant que cette mesure est, je cite, contraire aux principes de l'état de droit et a ordonné évidemment immédiatement la levée de l'interdiction. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, Rudy, c'est qu'entre Internet et Erdogan, c'est une longue histoire de désamour. Oui, vraiment. On s'en souvient, Erdogan avait promis, je cite, d'éradiquer le réseau social, même si d'ailleurs il a un compte sur Twitter. C'est vrai ? Oui, ce qui est assez drôle. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il dit, peu importe ce qu'en pense le reste du monde, on va éradiquer Twitter. Mais le blocage du site en Turquie n'est pas une nouveauté. Bon, c'est la première fois pour Twitter. Libération nous renvoie au site angeliweb.com qui recense tous les sites inaccessibles en Turquie. Alors on y apprend qu'en janvier 2014, cette liste comptait à peu près un peu plus de 40 000 adresses. Alors on y trouve beaucoup de sites classés X, mais surtout aussi des sites d'information pro-kurdes comme firatnews.com, et même YouTube a eu droit à une période, à une courte durée de blocage en Turquie. Alors je vous le disais, Erdogan, c'est devenu la risée du web des internautes du monde entier et sa croisade contre Twitter est contrée avec une grande vigueur, avec un hashtag Erdogan attaque freedom. Erdogan attaque la liberté. Et pour les internautes, cette guerre contre Twitter, c'est tout simplement le signe d'un régime à la dérive qui ne peut plus empêcher les scandales de corruption de sortir et d'éclater. Je vous ai sélectionné 2 tweets. Pour Jean-Pierre Dutillon, nous pensons tous que la Corée du Nord vivait en plein cœur du Moyen-Âge. Pour Erdogan, c'est évidemment le futur. Et puis pour Zetailo, Erdogan ne sait plus ce qu'il dit tellement il flippe. Vouloir supprimer Twitter est un signe annonciateur de désespérement. Désemparement, pardon, excusez-moi. Il est mais j'ai inventé un mot aujourd'hui. Voilà, et puis risé de Twitter, je vous le disais, certains internautes lui ont infligé la pire des punitions pour Erdogan qui déteste Twitter. Et bien regardez apparaître dans le selfie le plus retweeté du monde, celui des Oscars. Pas mal. Mais il compte obtenir quoi comme ça ? En bloquant tous les accès. Il pense que ça peut endiguer un petit peu le scandale autour de lui, mais effectivement, on en parle encore plus, quoi. On en parle encore plus, et puis ça montre à quel point il est acculé à ce niveau-là, et surtout les internautes contournent l'interdiction quoi qu'il arrive. Ouais, ça n'a pas vraiment marché de toute façon. Non, l'effet inverse. Allez, on part en Ukraine, Rudy, où des femmes ont décidé de provoquer par une drôle de méthode pour dénoncer l'annexion de la Crimée par la Russie. Oui, ça se passe sur Facebook, et lassé de voir Vladimir Poutine ne pas réagir aux sanctions diplomatiques et économiques de la communauté internationale, des femmes ont décidé de jouer la carte de la provoque en lançant une grève du sexe. Alors la campagne elle a été lancée la semaine dernière, elle s'intitule « Ne te donne pas un russe », elle totalise 3500 likes et elle a été lancée donc par des femmes à succès, écrivaines, journalistes ou chefs d'entreprise. L'idée est d'acheter ce t-shirt au logo un petit peu provocateur et pas la peine donc de vous faire un dessin et donc de poster sa photo. Irena Karpa. Le dessin, il y est. Oui, il y est. Voilà, on aura compris. Juste à côté de votre tête, Rudy. Oui, c'est très bien, ça. Très bien. Alors, l'une des femmes à l'origine du mouvement le reconnaît. Elle dit voilà, nous avons choisi la provocation car cela attire l'attention. D'ailleurs, on en parle ce matin. C'est vrai, ça attire l'attention, mais est-ce que c'est efficace ? Alors, côté russe, on parle de cette campagne. Alors donc, c'est efficace, ça a franchi finalement les frontières et les médias russes et les commentateurs éditorialistes qualifient ces manifestantes de tout simplement de prostituées. Et le site France TV Info nous rappelle que cette grève du sexe, cette méthode de la grève du sexe, c'est pas une première. En Belgique, un pays que vous connaissez bien, des femmes avaient aussi fait la grève du sexe pour réclamer la formation d'un gouvernement il y a de ça quelques mois.
Voilà. On reste dans la provocation, voire dans le trash, Rudy, avec un site américain qui propose d'acheter de la viande. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que cette viande, elle est à base de nos vedettes préférées. Oui. Vous en faites pas, ça C'est va bien, affreux. ça va bien se passer. Ça peut paraître bizarre, mais pas du tout approprié au petit déjeuner. Mais le site bitelabs.org vous propose en effet de produire de la viande à partir de tissus cellulaires de célébrités. Donc, alors, cannibale, quoi. oui, alors voilà, il y a un côté cannibale. On pourrait donc se délecter d'un saucisson Britney Spears, d'un salami Kanye West ou encore d'un pâté de foie Virginie Khalifa. Mais derrière Du foie gras, s'il oui, vous de plaît. foie gras, Au pardon. minimum. Alors derrière ce programme peu ragoûtant, l'idée en fait est d'interpeller l'opinion publique et d'ouvrir le débat sur la bioéthique, la production de viande in vitro et la culture aussi de la célébrité, car depuis août 2013, la viande in vitro, ce n'est plus du tout de la science-fiction, c'est possible. Un steak à base de cellules souches, ça avait fait la une des journaux, ça a été produit en laboratoire par un biologiste néerlandais. Et donc le site va plus loin dans sa campagne et incite les internautes à interpeller sur Twitter leur star préférée et qu'ils rêveraient finalement d'avoir en saucisson. Alors ça donne voilà ce genre de tweet par exemple, un internaute demande à Kanye West, est-ce que tu voudrais être mon salami? Donc c'est une manière de lancer le débat éthique. Il y a de l'humour et il y a aussi un peu de mauvais goût, il faut l'avouer. Bon, mais c'est pas bête, ça peut être Vous efficace. l'avez pas goûté, hein, ceci dit. Non. On parle encore de célébrité, un peu moins trash, j'espère. C'est une pub Oui. qui fait le buzz depuis 3 jours. Oui, alors on la doit à une marque de bière bavaroise et la vidéo totalise ce matin 730 000 vues. Alors on trouve beaucoup sur le net de théories fumeuses selon lesquelles les stars disparues seraient tout en train de couler une retraite heureuse quelque part sur une île déserte. Eh bien les publicitaires ont mis ce fantasme en image. Vous allez voir Marilyn, Elvis, John Lennon ou encore pour les plus jeunes Tupac Shakur et Kurt Cobain. Il ne manque plus que Michael Jackson dans cette pub. Regardez. Hey, Jude. Men jag kan säga jag vill köra Elvisa. Close call. Bavaria Radler. Lekker relaxed. Mignon. Très mignon. J'ai aimé. Vous avez aimé? Moi aussi, j'ai Virginie beaucoup aimé. Très sympa. Restez avec nous tous les deux. On continue. Alors, je vais me tourner vers Rudy. Oui. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes fan de cupcakes? Oui. Je crois que j'ai Quelle pas question je n'ai pas le choix. d'accord. Je suis archi fan de cupcakes. Voilà, vous êtes obligé, Oui. hein, parce que votre chérie en fait Absolument. des magnifiques. Alors sachez en tout cas que ce gâteau qu'on ne présente plus est né au Royaume-Uni, mais désormais on peut le trouver aux États-Unis dans des distributeurs automatiques. C'est très sérieux, regardez ce reportage. Un guichet rose en plein New York, derrière ce mur se trouve une quantité de cupcakes destinés à satisfaire les envies de sucre à n'importe quelle heure. C'est le premier distributeur de cupcakes 24 heures sur 24 dans la Grande Pomme, créé par la chaîne Sprinkles Cupcakes, une idée de femme enceinte. L'une des fondatrices, Candace, quand elle était enceinte de son deuxième, a tout à coup une envie de sucrer au beau milieu de la nuit. Elle s'est dit, je suis moi-même propriétaire d'une fabrique de cupcakes, comment ça se fait que je ne suis pas à m'en procurer un? Et là, bam, l'idée d'un distributeur de cupcakes est née. Un distributeur qui ne gâche rien au plaisir de choisir parmi les glaçages et les parfums du magasin, qui lui n'est ouvert que 12 heures par jour. Le distributeur de cupcakes contient approximativement 800 cupcakes et suit les mêmes horaires de cuisson que le magasin. Si tel jour on a entre 12 et 16 parfums en magasin, on aura les mêmes dans le distributeur. On les emballe au cours de la journée et on remplit les distributeurs. De là, on met le distributeur en route et en fonction du parfum que vous choisissez, les bras du robot vous servent, vous passez votre carte et voilà, vous avez votre cupcake. À en croire les files d'attente, les amateurs de génoises et glaçages à la crème semblent satisfaits.
On a toujours envie d'un cupcake. Chocolat, marshmallow, red velvet. C'est ce qu'il faut quand on a une envie irrésistible de sucre à l'improviste. Ou encore noix de coco, citron ou chocolat noir. Un plaisir au coût de 4,25 $ par cupcake. Un peu plus pour votre chien, à qui le distributeur propose 2 mini cupcakes sans sucre au prix de 5 $. Ça vous plaît, Rudy? Merveilleux, le cupcake pour chien. Vous allez lancer les distributeurs automatiques à Tel Aviv? C'est bien possible. C'est une Je idée. vais en parler avec elle. à sa femme C'est ça, de lancer un de distributeur. lancer ça. Ouais, C'est ça. C'est pas mal. Hein. Ouais. Tout Vaut le mieux monde pas puisse pour en nous. profiter. Vaut En mieux tout pas cas, parce qu'on va faire des tours à la salle j'ai de sport. compris le Et en message. réalité, arrive Rudy. La rédaction en profitera demain matin. J'ai compris si le on peut en message. avoir en plateau la semaine Voilà, prochaine, il a compris le message. Faut insister Virginie, avec Rudy. Vous savez, j'ai attendu pendant très longtemps le cupcake. on parle avec vous d'un événement qui était très attendu en Israël. On attendait la confirmation. C'est désormais officiel. C'est officiel, tous les Israéliens étaient heureux d'apprendre la venue des Rolling Stones. Alors jusqu'à ce que BDS fasse un appel au boycott. Mais alors bonne nouvelle, pour tous les fans de rock, les stars seront bel et bien en Israël, plus précisément à Tel Aviv, au parc Ayarkon, et ce, le 4 juin prochain. Alors au-delà du contentement des fans, il y a un véritable enjeu commercial puisqu'on leur a proposé 4,9 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Alors BDS, qui a fait des appels au boycott 24 heures après cette annonce officielle du concert, ne devrait pas perturber finalement le bon déroulement des choses. Alors selon le manager Shuki Weiss, le boycott n'est plus une menace, et bien que les artistes du monde entier subissent régulièrement des pressions lorsqu'ils doivent se rendre en Israël, et bien ils passent de plus en plus par le pays lors de leur tournée, qu'elle soit européenne ou internationale, quand par exemple Rihanna qu'on a reçue, ou encore Alicia Keys, et bientôt on recevra Justin Timberlake ou encore Beyoncé. On écoute tout de suite Shuki Weiss. Bien entendu, ce sujet d'appel au boycott dont nous avons beaucoup entendu parler a été abordé. Nous sommes heureux de vous annoncer que de plus en plus d'artistes parviennent à juger et à distinguer entre politique et l'essence même d'un concert, qui est principalement le lieu tout trouvé pour relier les artistes et leurs fans. Alors on est sûr que finalement ils ne vont pas céder à la pression et qu'ils vont bel et bien venir en Israël? Exactement, justement, on était en train d'en discuter, on n'est pas très sérieux, effectivement on est sûr, on attendait d'ailleurs la confirmation de ce show avec impatience. Alors il faut savoir, Barbara, c'est qu'il y a plusieurs shows qui ont été annulés, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, suite bien évidemment au suicide de la compagne de Mick Jagger. Alors on avait encore des doutes sur leur venue. Aujourd'hui, c'est certain, c'est la 7e date confirmée pour leur tournée européenne 14 on Fire, et les places sont en vente. Attention, elles sont entre 600 et 2800 shekels, c'est à peu près entre 120 € et 600 € la place. Très cher. C'est très cher. Alors pour 600 €, on a quand même une place assise et du champagne. Voilà, bien évidemment, les places plus chères sont destinées au coin VIP. Alors faites vite, puisqu'à Berlin, il faut savoir que les places se sont vendues en à peine 8 minutes. Ouverture des guichets dimanche 8h30. Alors pour vous donner un avant-goût du concert, je vous propose tout de suite d'écouter un morceau, et pas n'importe lequel, Satisfaction. Those lights are burning up my ass. Voilà, le 4 juin, les Rolling Stones à Tel Aviv. On peut préciser que Rudy était en train de danser. Je Comme trouve ça d'habitude, dommage hein. qu'on l'ait loupé à l'antenne. Autre chose, Virginie, ça fait le buzz en ce moment. C'est un hommage aux années 80, si on peut dire. Exactement. Alors on a vu les légendes du rock, maintenant légendes de cinéma et de danse. Si je vous dis Grease ou Fame ou encore Footloose, vous allez me dire que ce sont des classiques. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une vidéo qui inonde la toile. L'équipe de Jimmy Kimmel aux États-Unis a défié l'acteur Kevin Bacon lors du show Tonight Show en lui demandant de revivre un des moments forts du film. Je vous propose tout de suite de regarder la version originale. Hey, what's this I see? I thought this was a party! Let's
Alors ça, c'était l'original. Voici maintenant le remake, 30 ans plus tard. Et oui, il fallait fêter ça comme il se doit. Vous allez voir que Jason Bacon a toujours la forme. Kevin Bacon a toujours la forme. Il n'a pas perdu la vibe. Et d'ailleurs, il n'a pas vieilli non plus. Regardez. Let's dance! Now I gotta cut loose, pull loose, kick off the Sunday shoes. Please, Louise, pull me off of my lead. C'est mignon. C'est sympa. Ah, il le fait bien encore. Et il le fait bien, il n'a pas changé, il est toujours aussi jeune, toujours aussi en forme. Ça Sympa fait ces plaisir. Américains quand même. Hein. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Rudy, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien et à demain.